Alors, pendant des décennies, on a vraiment cru que regarder par la fenêtre d'un train en rêvassant, en laissant un peu son esprit dériver avec le paysage, c'était une forme d'hypnose. Oui, la fameuse hypnose de l'autoroute, ouais. Voilà, exactement. C'est une idée hyper romantique au final, très répandue, qui suggère que notre cerveau glisse spontanément dans une petite transe légère au moindre moment d'ennui. C'est ça, on entend ça partout. Sauf qu'aujourd'hui, avec notre exploration, on va voir que la neurophysiologie moderne prouve que c'est exactement l'inverse. Absolument l'inverse, ouais. L'hypnose n'a en fait strictement rien à voir avec une rêverie passive. C'est même l'un des états de concentration les plus intenses, les plus focalisés et les plus radicaux dont notre cerveau soit capable. C'est un vrai choc neurologique en fait. C'est le mot. Et notre objectif pour cette plongée aujourd'hui, c'est d'explorer ce combat singulier entre, d'un côté, le bruit de fond naturel de notre esprit, et de l'autre, le silence absolu qui est imposé par la transe profonde. Un programme fascinant. Mais juste avant de plonger dans les méandres de notre cortex, il est vraiment impératif de préciser dès maintenant que cette exploration est purement informative. Ce que nous allons décortiquer relève de la recherche en neurosciences, et ceci n'est en aucun cas un avis médical ou thérapeutique. Ouais, c'est un cadre indispensable, c'est important de le dire. Bon, alors pour commencer, pour comprendre ce qui se passe quand on impose ce grand silence au cerveau pendant une hypnose, il faut peut-être d'abord comprendre ce qui fait tant de bruit en temps normal, non? Exactement. Et en neurosciences, ce bruit de fond interne, il a un nom très spécifique, on l'appelle le réseau du mode par défaut. Le mode par défaut. Ouais. Ou le Resting State Network, pour ceux qui aiment la terminologie internationale. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore poétique pour dire qu'on ne fait rien du tout. D'accord. C'est vraiment une architecture neuronale massive et hyper complexe. Et sa particularité, c'est qu'elle s'active de manière totalement asynchrone par rapport au reste du cerveau. C'est-à-dire? En gros, elle s'allume précisément au moment où l'on cesse d'interagir avec le monde extérieur. Ah d'accord, donc quand je ne fais plus attention à l'extérieur, mon cerveau allume un autre circuit. C'est ça. Imaginez le cerveau un peu comme une carte géographique, vous savez, avec des zones très isolées qui font chacune leur petit travail dans leur coin. Oui, la fameuse vision un peu simpliste des aires cérébrales. Voilà. Mais là, on parle de plusieurs structures indépendantes qui se synchronisent, si j'ai bien compris. Quelles sont les pièces maîtresses de ce moteur interne? Eh bien, ce réseau implique 4 grands pôles cérébraux qui entrent en résonance. D'abord, on a le cortex préfrontal médian. Ok, On peut l'envisager comme le centre de gravité de notre identité, en fait. C'est l'endroit où le cerveau traite toutes les informations qui se rapportent au soi. pour moi quoi. Exactement, au moins. Ensuite, on a l'hippocampe qui agit comme un grand archiviste. C'est la bibliothèque où sont stockés et récupérés tous nos souvenirs épisodiques. D'accord, l'identité et les souvenirs. Voilà. Vient s'y greffer le cortex singulaire postérieur, dont le rôle c'est d'intégrer les émotions et d'aider l'esprit à se projeter dans le temps. Ah, donc le passé est futur. Tout à fait. Et enfin, on a le précunus, qui est une zone absolument essentielle pour l'imagerie mentale et la conscience de sa propre position dans l'espace. D'accord. Alors, si on tente d'assembler ces 4 pièces avec une situation concrète du quotidien, disons, disons qu'on est en train de faire la vaisselle. Bon exemple. C'est une tâche totalement automatique, ça demande zéro réflexion, donc là le mode par défaut s'allume. Immédiatement. Et là, l'hippocampe va aller chercher par exemple le souvenir d'une conversation un peu tendue avec un collègue la veille. Ouais, tout à fait classique. Ensuite, le cortex préfrontal médian va analyser pourquoi cette petite remarque précise nous a blessés personnellement. C'est ça, il ramène ça au soi. Et le cortex singulaire postérieur va venir rajouter sa petite couche de frustration à ce souvenir. Et pour finir, le précuneus va nous faire visualiser mentalement toute la scène en nous faisant imaginer la répartie cinglante qu'on a malheureusement pas trouvée sur le moment. Ah, c'est exactement ça. Cette séquence décrit à la perfection la fonction évolutive du mode par défaut. C'est fou que ça se passe comme ça. Ouais, parce que ce réseau ne tourne pas à vide juste pour le plaisir de nous distraire ou de nous embêter. Il sert vraiment à simuler des scénarios sociaux, à consolider notre identité et à planifier le futur en s'appuyant sur nos expériences passées. Il travaille en fait. Il travaille énormément. Le cerveau humain a une horreur absolue du vide. Dès qu'il y a le moindre temps mort, le moindre relâchement de la tension externe, paf, il lance cette grosse machinerie d'introspection. D'accord. Et ce qui est fascinant, c'est que cette machinerie coûte extrêmement cher en énergie. Elle consomme une proportion immense de notre énergie métabolique globale. Même quand on est allongé, les yeux fermés, dans une pièce silencieuse, le cerveau n'est jamais au repos. Il tourne en circuit fermé à plein régime.
Ouais, ce qui me ramène directement à une analogie technologique. C'est exactement le principe des applications en arrière-plan sur un smartphone. Ah oui, très bonne image. On verrouille l'appareil, l'écran devient tout noir, on le pose sur la table et on a l'illusion qu'il est en sommeil, qu'il dort. Mais pas du tout. Voilà. À l'intérieur du boîtier, le processeur chauffe parce que, je sais pas, la localisation GPS cherche des satellites, les applis rafraîchissent leurs données en douce, les algorithmes préparent les prochaines notifications. Le téléphone pompe sa batterie pour faire tourner un monde complètement invisible. Ouais, la comparaison est d'une très grande justesse anatomique. Quand les tâches externes s'arrêtent, ces applications neuronales s'allument. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi pendant si longtemps, la psychologie classique et même certains courants de l'hypnose se sont totalement plantés. Ah oui, le fameux mythe dont on parlait au début. Exactement. On a largement enseigné qu'une personne perdue dans ses pensées, en conduisant sur une route ennuyeuse par exemple, se trouvait dans une transe ordinaire ou une hypnose spontanée. Mais la neurophysiologie moderne, grâce au scanner et à l'imagerie cérébrale, est venue pulvériser tout ce paradigme. Et pourquoi il s'effondre aujourd'hui, ce paradigme? Je veux dire, si on s'évade au point d'en oublier la route, pourquoi la science refuse d'appeler ça de l'hypnose? Tout simplement parce que les scanners montrent des réalités biologiques qui sont radicalement opposées. Ah bon? Ouais. Si on regarde l'activité cérébrale d'une personne qui rêvasse au volant, son mode par défaut est incandescent sur les écrans. Il clignote de partout. Le vagabondage mental bat son plein. D'accord. Mais à l'inverse, l'hypnose profonde, c'est l'antagoniste absolu de ce réseau. Le cerveau sous hypnose fonctionne selon un principe de mobilisation massive. Ce sont les réseaux de l'attention exécutive, donc la concentration pure et dure, qui s'activent de manière complètement écrasante. Attendez, là je bloque sur un point. C'est un truc visuel et comportemental qui me semble hyper contradictoire. Allez-y. C'est l'hypnose exige une concentration extrême, une vraie tempête d'attention exécutive. Pourquoi est-ce que les gens ont l'air de dormir si profondément? Ah ça? Non mais que ce soit une sédation sous hypnose à l'hôpital ou même une vidéo d'hypnose de rue sur Internet, la personne est souvent affaissée, ses muscles sont relâchés, sa respiration est super lente. Visuellement, ça ne ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à quelqu'un qui est hyper focalisé comme un expert en déminage qui désamorce une bombe, quoi. Ouais, c'est le paradoxe fondamental de l'hypnose, et c'est ça qui trompe tout le monde. L'apparence extérieure est une illusion totale. Vraiment. Ouais. Ce qu'on observe à l'œil nu, c'est uniquement un relâchement moteur. Le corps physique est mis en veille, le tonus musculaire s'effondre, c'est vrai. Mais si on place cette même personne, qui a l'air complètement amorphe, dans un IRM fonctionnel, l'écran révèle un cerveau en état d'hyper-éveil cognitif. D'accord, donc à l'intérieur, ça tourne à plein régime? Absolument. Des zones comme le cortex préfrontal dorsolatéral, qui orchestre l'attention, ou le cortex singulaire antérieur, qui filtre impitoyablement les distractions, sont littéralement gorgées de sang et d'oxygène. L'individu ne dort pas du tout, il concentre toute sa puissance de calcul sur les suggestions du praticien. C'est dingue. Mais comment ces deux états peuvent s'articuler mécaniquement? Est-ce qu'ils coexistent ou alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une sorte de manque de carburant global qui empêche le cerveau de faire les deux en même temps? C'est exactement ça, c'est une question de carburant et d'allocation des ressources. Le cerveau, il pèse environ 2% de notre poids corporel, mais il accapare près de 20% de notre énergie totale. C'est énorme. Oui, et du coup, il y a un goulot d'étranglement physiologique au niveau du flux sanguin. Le cerveau ne peut tout simplement pas alimenter tous ces réseaux à pleine puissance en même temps. Donc, le réseau de l'attention exécutive et le réseau du mode par défaut sont ce qu'on appelle anticorrélés. Anticorrélé. C'est un peu comme le système de chauffage et de climatisation centrale d'un grand immeuble, finalement. Ouais, c'est une bonne comparaison. Placés dans la même pièce au même moment. Exactement. Quand le thermostat central déclenche la tension exécutive à fond, le mode par défaut est mécaniquement forcé de couper ses vannes pour libérer de la bande passante. C'est le principe d'inhibition mutuelle. Quand l'attention exécutive monopolise l'afflux sanguin pour écouter la voix de l'hypnothérapeute, par exemple, le mode par défaut est privé de ses ressources métaboliques. Il n'a plus d'essence. Voilà. Le bavardage interne, les angoisses sur le futur, les regrets, tout ça s'éteint face à manque d'alimentation. L'hypnose oblige mécaniquement le cerveau à fermer ses applications en arrière-plan. Mais du coup, ça soulève un problème philosophique presque vertigineux, non? C'est-à-dire, Si le mode par défaut
et particulièrement cette zone du cortex préfrontal médian, abrite notre sentiment d'identité, notre soi. Qu'est-ce qui se passe quand on lui coupe le courant? Si on éteint la machine à introspection, on ne devrait pas disparaître à nous-mêmes pendant l'hypnose, devenir juste une sorte de coquille vide? Ah, c'est là toute la beauté et la complexité de la chose. L'inhibition du mode par défaut pendant l'hypnose profonde, elle n'est pas absolue à 100%. Ce n'est pas un interrupteur binaire qui fait sauter les plombs de toute la ville. En fait, lors d'une transe, on observe une dissociation géographique de ce réseau. Géographique? Vous voulez dire que certaines zones s'éteignent et d'autres non? Exactement. Les régions antérieures du système, donc à l'avant, celles qui gèrent le jugement critique, l'analyse, le bavardage intellectuel, celles-là subissent une chute drastique d'activité. Elles sont bel et bien désactivées. Ok. Mais une faible activité résiduelle, très stable, se maintient dans les régions postérieures, à l'arrière, notamment au niveau du précune. Donc on coupe vraiment le réseau en deux. L'avant s'éteint, mais l'arrière reste sous tension. C'est ça. Et concrètement, à quoi elle sert cette partie arrière qui refuse de s'éteindre? Cette petite activité, cette espèce de braise qui couvre sous la cendre, elle est vitale. Elle garantit le maintien des représentations internes de base et une autosurveillance du corps, mais à un niveau qui échappe complètement à la conscience analytique. Ah, d'accord. On a donc un couplage neurologique spectaculaire. D'un côté, une attention exécutive surpuissante accaparée par l'hypnose, et de l'autre, cette base introspective maintenue en veilleuse pour assurer la survie psychique. C'est ça qui crée la dissociation psychique. La fameuse dissociation, ce sentiment paradoxal d'être absorbé par une suggestion, mais de savoir intimement qu'on est toujours assis sur un fauteuil. Exactement, c'est la mécanique derrière ce ressenti. Alors, pour bien visualiser cette asymétrie, je me dis qu'on pourrait imaginer un grand théâtre historique. Ouais. Quand la pièce commence, on éteint tous les lustres de la salle. On plonge tout le monde dans le noir et on braque d'immenses projecteurs ultra puissants sur la scène, sur un seul acteur. Toute l'énergie électrique du bâtiment est dirigée vers cet effort d'attention. C'est la tension exécutive, oui. L'espace des spectateurs, l'espace de jugement, est complètement silencieux et dans l'obscurité. Mais tout au fond de la salle, près des portes de secours, le régisseur a gardé une minuscule veilleuse d'urgence allumée. Ah, j'aime beaucoup cette image. Juste assez de lumière pour s'assurer que le bâtiment est toujours debout, que la structure n'a pas disparu, quoi. C'est parfait. La veilleuse d'urgence illustre très bien le rôle des régions postérieures du mode par défaut. L'identité complexe se tait, mais l'ancrage corporel, la certitude d'exister, demeure intacte. Et c'est cette veilleuse qui rend l'expérience hypnotique sécurisante, en empêchant la personne de sombrer dans une confusion angoissante. D'accord, c'est fascinant. Alors qu'est-ce que toutes ces découvertes sur les flux sanguins et les veilleuses d'urgence signifient quand on quitte les laboratoires pour entrer dans le vrai monde, dans le cabinet d'un psy par exemple? J'imagine que cette capacité à faire le silence dans le théâtre doit avoir des conséquences cliniques considérables pour les gens dont le cerveau est piégé par ce bruit de fond. Ah oui, les conséquences sont au cœur d'une vraie révolution thérapeutique aujourd'hui. Parce que si le mode par défaut est indispensable en temps normal, il devient notre pire ennemi dans des pathologies sévères. Comme la dépression? Oui, la dépression majeure, les troubles anxieux ou les syndromes de stress post-traumatique. Là, la dynamique s'effondre. Le mode par défaut devient non seulement hyperactif, mais surtout complètement rigide et incontrôlable. Il ne se contente plus de tourner en arrière-plan, il prend en otage tout le système d'exploitation. C'est tout à fait ça. Au lieu de produire de la rêverie créative, ce réseau enflammé génère une boucle fermée. Les pensées s'ancrent, se répètent. L'hippocampe remonte constamment des souvenirs douloureux, et le cortex préfrontal médian les rumine inlassablement. La fameuse rumination pathologique. Exactement. Le bruit de fond dont on parlait au début devient un vacarme assourdissant qui paralyse la personne. Et j'imagine la difficulté pour le praticien face à ça. Comment amorcer une hypnose chez quelqu'un dont le cerveau sature de chaleur et de pensées angoissantes? Ça doit relever du tour de force, de capter l'attention de quelqu'un qui est noyé de l'intérieur. C'est le défi majeur des premières séances, ouais. Pour qu'une transe s'installe, il faut amorcer cette bascule, ce transfert de sang vers l'attention exécutive. Mais un patient en pleine crise de rumination a une capacité d'attention extérieure quasi nulle. Son énergie est siphonnée par ses pensées. Donc, le thérapeute fait comment? Il doit utiliser des techniques très spécifiques pour capter une infime fraction d'attention, genre une sensation physique, le rythme de la respiration, et la faire grandir artificiellement étape par étape pour forcer le goulot d'étranglement neurologique. Mais si cette manœuvre délicate réussit, si on atteint le seuil critique pour forcer la fermeture mécanique des applications en arrière-plan? L'impact est spectaculaire. Une fois l'état d'hypnose profonde atteint, l'activation des réseaux attentionnels impose ce silence absolu dont on parlait.
Le réseau pathologique est soudainement privé de carburant. L'imagerie angoissante s'arrête net. Waouh. Et attention, ce n'est pas le patient qui décide d'arrêter de s'inquiéter par la force de sa volonté. C'est l'infrastructure matérielle produisant l'angoisse qui est littéralement mise hors tension. C'est incroyable. Ça explique pourquoi les patients ressentent un soulagement immédiat, une respiration mentale incroyable. Pendant quelques instants, la machine à ruminer cesse tout simplement d'exister. C'est l'équivalent neurologique de faire Ctrl-Alt-Supr sur un ordi complètement gelé. C'est un vrai court-circuit salvateur. Absolument. Alors, si on résume un peu l'immensité des mécanismes qu'on a explorés aujourd'hui, le grand message à retenir, c'est que l'hypnose profonde est à des années-lumière du mythe de la rêverie. Ce n'est ni du sommeil, ni de l'errance mentale. C'est clair. C'est une action neurologique surpuissante, un effort de focalisation qui réussit l'exploit d'affamer le réseau le plus bavard, le plus énergivore et parfois le plus toxique de notre architecture cérébrale. En concentrant l'esprit, l'hypnose offre au cerveau un véritable refuge contre lui-même. C'est la synthèse parfaite. Comprendre que la rêverie et l'hypnose s'excluent mutuellement sur le plan anatomique, ça change totalement notre regard sur la santé mentale. Ça prouve que pour reposer un cerveau épuisé, la solution n'est pas de faire le vide, ce qui est impossible, mais de remplir l'espace d'attention à 100% avec autre chose. Pour forcer le système à s'éteindre de lui-même. Exactement. Eh bien, pour clore cette analyse, je voudrais lancer une ultime piste de réflexion. Si on sait qu'une concentration extrême est l'unique clé pour faire taire ce bavardage épuisant du mode par défaut, quelles autres activités quotidiennes exigent une focalisation tellement absolue qu'elle pourrait mimer cet effet? Ah, c'est une excellente question ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un alpiniste qui risque sa vie à quelques prises, d'un peintre totalement absorbé par sa toile ou d'un musicien en pleine improvisation? Sans passer par la thérapie, est-ce que ces états de grâce, ces états de flow, pourraient être, sans même qu'on s'en rende compte, les véritables vacances dont notre mode par défaut a désespérément besoin aujourd'hui? Je suis convaincu que oui. Il est vraiment fascinant de se poser la question la prochaine fois qu'on voit quelqu'un ou qu'on se retrouve soi-même totalement absorbé par une passion. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de notre propre cerveau.